Euh, Juste comme intro très rapide, Je m'approchais. merci à Brigitte d'être là, elle va se présenter, elle va avoir toute la matinée pour faire ça. Merci aussi à cette belle association Aquitaine Biodynamie qui supporte et qui, on aimerait avoir un amphithéâtre avec 5000 personnes sur un sujet comme les microzymas. Mais on va bien avoir 5000 auditeurs. Hein. Si c'est bien filmé. Ce sera diffusé sur YouTube. Juste en guise d'intro, on se demande toujours comment on en est arrivé là. Et en fait, la conférence d'aujourd'hui, on a toujours choisi des thèmes qui n'étaient pas tout à fait perchés, mais qui étaient quand même à un certain point d'équilibre entre le subtil et la matière. Et en fait, ça va être vraiment le sujet d'aujourd'hui. Et juste pour la petite histoire, je me souviens d'avoir donc écouté des vidéos sur toi il y a 1 an et demi. Je me souviens de ma fille m'envoyer un PDF sur les microzymas, mais il y a assez longtemps, d'ailleurs de Scotchy. Squeeze. Squee, pardon. Et Fabienne, et j'en parle avec Fabienne, qui est un peu, qui est aussi un peu sorcière, hein, donc et qui me dit, et quand on lui parle de ça, elle me dit, c'est les êtres élémentaires. Et là, tout de suite, on regarde Être élémentaire, on trouve sur un bouquin de Steiner que j'ai dévoré, on tombe sur le bouquin de Marco Pogocznik, il a un nom imprononçable, le Serbe, c'est absolument passionnant. Et en fait, c'est la question peut-être d'aujourd'hui, enfin je ne sais pas si tu y répondras, mais de savoir est-ce que les microzymas ne sont pas vraiment allés au point d'équilibre entre l'information des êtres élémentaires du monde subtil et la création de la matière qui fait que nous sommes là. Bon, mais tu es déjà dans la conclusion. On a terminé, c'est bien. Tout va bien. Il faut que je me présente, surtout quand on est dans les domaines scientifiques. Apparemment, il faut toujours montrer patte blanche. Je suis un peu gênée par ça, parce que je pense que la science, elle est à tout le monde. Et que, voilà, par contre, j'ai effectivement, c'est intéressant de savoir ce que la science officielle nous enseigne pour pouvoir faire le point de comparaison avec des savoirs qui sont ignorés, cachés, que j'ai découverts par la suite. Donc j'ai fait pas mal d'années d'études dans plein de domaines, au fil des circonstances de la vie, en particulier en biologie, en biochimie, mais j'étais plutôt une matheuse informatique, ce qui fait que je me suis retrouvée à faire développer des logiciels et être chef de projet dans les télécoms. Voilà. Mais disons que ces connaissances que j'ai acquises au fil du temps ont été bien utiles, et c'est sans doute pas par hasard que je courais après la connaissance. Moi, je m'aperçois, enfin on en parlait hier soir, je m'aperçois qu'en fait j'ai jamais arrêté d'étudier depuis que j'ai essayé d'acquérir les connaissances du cadre, et puis par la suite par le travail qui était en évolution permanente, donc qui demandait d'étudier en permanence, et puis quand j'ai arrêté, j'ai 68 ans, je n'ai pas peur de dire mon âge. Quand j'ai arrêté de travailler, j'ai eu l'occasion de me poser et de laisser venir à moi, et sur mon chemin ont été placés ces savoirs qui me laissent la porte ouverte à plein d'autres savoirs qui sont nécessaires pour vraiment comprendre le vivant, la vie, et observer d'une manière scientifique, dans le vrai sens du terme. Là, je pense que vous êtes pour la plupart des viticulteurs, ou vous avez d'autres cordes à vos arcs. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui... Mais le souci, quand on aborde des sujets scientifiques, c'est de se dire, moi, je suis pas scientifique, et d'être un petit peu en retrait, ou d'être un peu bloqué par ça. Parce que ce que je vais aborder là, je vais l'aborder de manière scientifique. Scientifique dans le grand sens du terme, c'est-à-dire que je vais partir de l'observation.
Antoine Béchamp, c'est un exemple type du scientifique dans le vrai sens de la science. Il a découvert ces ferments vitaux dont je vais vous parler. Et pour ça, il avait ce quelque chose de plus qui l'amenait à se questionner en permanence. Il avait compris, lui, que la matière est inerte. Je le cite là. La matière est inerte, mais mobile, subissant l'impulsion qui lui est donnée, lui obéissant, mais ne pouvant se l'attribuer. Et à partir de là, on passe de la matière au vivant. Qu'est-ce qui va impulser à la matière du vivant? Ça va être la grande question qui sera la conclusion, en fait. Et donc, il est du 19e siècle. Il a mordu un petit peu le 20e siècle. Il était chimiste, pharmacien, médecin, et donc un savant vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, il est parti de la chimie. Et allant toujours au bout du questionnement, il se posait la question, quelles sont les causes des faits qu'on peut observer? Donc, il observait vraiment en détail. Et les gens qui travaillent dans la nature, dans le vivant, sont là, ils ont sous leurs yeux le vivant et ils peuvent être amenés à se poser plein de questions s'ils observent d'une manière scientifique. Et tout le monde peut le faire, dans la viticulture en particulier. Il s'est dit donc, en allant au fond des choses, il se disait systématiquement, il n'y a aucune transformation chimique sans cause provocatrice. Et c'est comme ça qu'il a, à force d'observer et de regarder tous les petits détails, en s'interrogeant, il cherchait à trouver la cause à l'origine des faits. Et il cherchait à trouver une explication de manière systématique. Donc, en tant que chimiste, on avait proposé, un chercheur avait trouvé que le sucre s'intervertissait à froid. On est dans la viticulture, là, parce que le sucre, c'est vraiment la transformation du sucre, c'est vraiment la première étape de la fermentation alcoolique. Et il a fait des expériences pour constater qu'effectivement, ce sucre s'intervertissait à froid. Alors, si on représente ça en chimie, histoire d'impressionner un petit peu, là, on voit les molécules de glucose, en fait. Est-ce que je peux, avec la souris? Oui. Avec la souris, on voit la molécule de saccharose qui va se diviser en deux molécules. C'est ce qu'on appelle l'interversion maintenant. À l'époque de Béchamp, on appelait ça l'inversion maintenant. À l'époque de Béchamp, on appelait ça l'interversion. Et on s'aperçoit que le sucre au départ, le sucre de fruits, le sucre de canne, le sucre du vin, du raisin, dévie une lumière polarisée d'un angle de 66 degrés. À droite, plus 66. Et quand, au bout d'un certain temps, alors il faut se dire que ça ne se fait pas en une fois, hein, ce n'est pas simplement en rajoutant de l'eau en plus. C'est au bout de. Il fait commencer ses expériences en juin, là c'était dans les années 1854-1857. Il commençait en juin et il terminait ses expériences en décembre. C'est en décembre qu'il constatait cette inversion du sucre à froid. Donc il faut déjà de la patience pour observer. Et qu'est-ce qu'il observait? C'est qu'il obtenait un sucre qui était, lui, cette fois, qui déviait la lumière polarisée à gauche. Donc il y avait une transformation. Et comme il disait, c'est que le sucre se transforme progressivement en deux glucoses de pouvoir rotatoire opposé. C'est, en fait, quand on fait la somme des deux glucoses obtenus, on obtient, ça nous donne une inversion totale qui
qui dévie la lumière à gauche, la lumière polarisée. C'est ce on mesure là, le pouvoir rotatoire d'une substance, de cette manière-là, en mesurant comment elle défie la lumière. Et donc, Antoine Béchamp, appliquant son credo, il n'y a pas de transformation chimique sans cause provocatrice, a cherché la cause de cette intervention. Parce qu'il s'est dit, c'est pas possible que ça se produise comme ça. Ce qu'il a fait, il étudiait toujours en faisant plein d'expériences. Il a reproduit d'abord dans un premier temps cette expérience, puis par la suite, il l'a reproduit dans d'autres circonstances en mettant différentes choses dans le milieu. Et s'est aperçu que des fois, l'intervention ne se produisait pas. D'autres fois, elle se produisait. Mais surtout, ce qu'il a constaté, c'est qu'au départ, il a un sucre pur avec de l'eau pure, et qu'à la fin, quand il y a interversion, il a ce qu'il appelle des matières albuminoïdes dans le milieu, des protéines. Et donc, il y a quelque chose qui s'est rajouté au milieu. Et ça, personne s'y intéressait. Les scientifiques de l'époque ont dit, ben oui, effectivement, il y a une interversion à froid. Mais personne ne s'était intéressé à savoir d'où venait ce qui s'était rajouté. Et surtout, est-ce que ce qui s'était rajouté n'était pas la cause? Parce qu'il arrivait, quand il mettait par exemple de l'acide phénique, ce qu'on appelait créosote à cette époque-là, et l'interversion n'avait pas lieu. Au bout de 6 mois, ça n'avait pas bougé. Il a découvert en fait que quand il y avait ces matières albuminoïdes, il y avait des moisissures ou des petits corps. Oui, ce qu'il n'avait pas, c'est pas la matière. Je disais, là, il ne fallait pas que je dise une bêtise. Il retrouvait, quand il avait la créosote, il retrouvait des matières albuminoïdes, mais ces matières albuminoïdes ne se transformaient pas. C'est dans ces cas-là, il n'avait pas de moisissure, ce qui est différent. Donc en fait, il s'aperçoit que systématiquement, quand il a cette transformation, il a des moisissures. Et quand il n'a pas ces moisissures, il a des petits corps. C'est sa première découverte des ferments vitaux, donc des microzymas. Il a cherché à comprendre si ces moisissures ou ces petits corps pouvaient être la cause de l'interversion. Donc, excusez-moi, j'ai eu du mal à me concentrer au départ. Donc, en clair, le sucre se transforme, mais il ne se transforme que dans les cas où il y a des matières albuminoïdes. Et il est persuadé que ces matières albuminoïdes sont la cause de la transformation du sucre. Puisque sans les matières albuminoïdes, il n'y a pas de transformation. Et ces matières albuminoïdes, il les retrouve dans la présence de moisissures et dans la présence de petits corps. Quand il n'y a pas de moisissures, qui sont beaucoup plus petits, une poussière très fine, il ne voit pas de moisissures, il voit ces petits corps. Et là, il cherche à comprendre. Donc, s'il y a ces moisissures et ces petits corps, c'est qu'elles sont la cause de cette interversion. Donc, il cherche à analyser qu'est-ce qui se produit exactement. Donc, il isole, il analyse les produits, il différencie une substance soluble en isolant les petits corps et les moisissures. Il arrive à voir qu'ils ont produit une substance soluble qui est capable d'effectuer cette interversion. Donc, en fait, quand on regarde cette expérience, ici, on s'aperçoit qu'elle est incomplète. Le H+ entre les deux montre qu'elle ne s'obtient que par l'ajout d'un acide. Et quand c'est à froid, on n'a pas ajouté d'acide, on s'aperçoit qu'en fait, c'est une substance active. Ce que découvre Béchamp, c'est que c'est une substance active qui est produite par les moisissures ou par les petits corps, qui est capable de faire cette interversion. Et cette substance active, c'est ce qu'on appelle les enzymes, ce qu'il a appelé zymase, lui. Il découvrait les enzymes à ce moment-là. Et il a vérifié que ces petits corps et ces moisissures étaient capables de produire ces enzymes de manière systématique. Et c'est le cas. C'est la substance soluble.
active, enzyme. Donc les enzymologistes ne savent pas que Béchamp a découvert les enzymes. Hein. Ils ignorent complètement. Et ce qui est important, ce qu'a découvert Antoine Béchamp, c'est que l'enzyme est entièrement liée aux ferments, parce que les moisissures et les petits corps sont des ferments. C'est les ferments qui produisent des enzymes. Ces petits corps, ce sont, ce qu'il a découvert plus tard, ce sont les ferments vitaux qu'il va retrouver partout. Et c'est grâce aux enzymes que les premières étapes de la fermentation se produisent. Donc il en est venu à étudier la fermentation. Donc l'enzyme, il agit sur la transformation du sucre. Mais derrière, la fermentation, elle va se produire grâce au ferment lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Le ferment, il va se nourrir du milieu tel qu'il a été transformé par l'enzyme, parce que finalement, l'enzyme, il a préparé ce milieu pour que le ferment se nourrisse. Donc les moisissures, les petits corps, mais vous verrez, tous les micro-organismes sont des ferments. Et vous comprendrez que tous nos organismes sont entièrement constitués de petits ferments et que toutes les transformations chimiques profondes qu'on a dans nos organismes sont réalisées par des ferments. C'est vrai pour nous, c'est vrai pour les végétaux, donc pour le raisin en particulier, pour la vigne en particulier, c'est vrai de tout ce qui est vivant. C'est-à-dire, sans les ferments, sans ces petits ferments vitaux, qui sont eux-mêmes les petits corps qu'il avait découverts, qui sont à l'origine des moisissures, qui sont à l'origine des micro-organismes, ces petits ferments, ce sont ces petits ferments vitaux qui réalisent toutes les transformations. Ce sont des fermentations qui se réalisent dans notre métabolisme et à l'intérieur de tout ce qui se passe à l'intérieur des végétaux et des animaux. Ce sont des fermentations. Donc la fermentation, c'est un acte physiologique de nutrition, tout simplement, de ces petits ferments qui sont présents partout. Et la fermentation est produite dans un premier temps, par la première étape de transformation du milieu pour le rendre assimilable. Et ensuite, le ferment s'en nourrit, il assimile et désassimile. L'alcool et les autres produits de la fermentation sont des déchets de cet acte. En fait, les milieux sont en permanente transformation. Ça, c'est quelque chose à retenir. Le milieu est en permanente transformation par le ferment qui se nourrit du milieu. Donc, il a découvert ces petits ferments qui produisent des imases. Et donc, les enzymes sont entièrement liées au ferment. Il n'y aurait pas d'enzymes sans ferment. Hein. Ils sont... Et que ces petits ferments sont vivants. Ils se nourrissent. C'est Jean-Baptiste Dumas qui l'avait inspiré sur l'acte physiologique de nutrition. Jean-Baptiste Dumas, au début du XIXe siècle, c'était le maître de Pasteur et de Béchamp en termes de chimie. Et il suggérait déjà que le ferment se nourrissait, que c'était un petit être vivant. Antoine Béchamp s'est donc intéressé à la fermentation sous cet angle-là. Donc on a vu, il montrait d'une part que le ferment se nourrit. Et là, j'essaie de suivre de manière chronologique. Donc il a présenté sa théorie de la fermentation, sa découverte des petits corps également dans le cadre de cette théorie de la fermentation, qui était à l'origine de tous les ferments, des moisissures en particulier. Et pour lui, ces petits corps, au départ, venaient de l'air, puisqu'ils s'étaient ajoutés au sucre pour sa transformation. Ils étaient apparus dans cette solution sucrée. Et donc, en 1863, il aboutissait sur la théorie de la fermentation, et en particulier, il faisait des leçons sur la fermentation vineuse, parce qu'à partir du moment où on s'intéresse à la fermentation, forcément, le vin est au cœur de la fermentation. Donc, il avait fait des leçons sur la fermentation en analysant tous les produits de la fermentation.
Et dans ce livre, et ça j'ai été déçue parce que quand Olivier m'a proposé de venir faire une présentation pour une association de biodynamie, je lui ai dit, ben moi le vin, je n'y connais rien du tout. et j'ai cherché. Donc la première chose que j'ai trouvée, c'est même mon mari qui m'a présenté ça, c'est le livre les ignorants. Je l'ai vu sur la table là-bas tout à l'heure. Les ignorants, j'ai commencé par lire Les ignorants. J'étais plus qu'ignorante, mais alors vraiment. Et ensuite, j'ai cherché ce qu'Antoine Béchamp avait pu faire sur la fermentation vineuse, et j'ai découvert un livre qu'il a écrit, Des leçons sur la fermentation vineuse, qu'on retrouve sur le site de la Bibliothèque nationale de France. C'est formidable, on trouve tout à la Bibliothèque nationale de France. Hein. Et j'ai lu, c'est un livre qui est en PD, c'est des photos. Hein. Donc j'ai carrément recopié le texte pour m'imprégner un peu de cette fermentation. Donc j'ai pris le temps, et sur la fermentation vineuse en particulier, pour comprendre un petit peu tout ça. Et alors j'ai vu dès le début, dès les premiers paragraphes, j'ai vu qu'il parlait des germes de l'air et que les ferments qui font le vin sont des ferments qui viennent de l'air. Et là, j'ai dit zut, zut, il n'était pas encore assez avancé sur la compréhension des ferments. Il avait découvert ces ferments de vie, mais il les avait découverts dans l'air. Il les avait pas encore, il s'était pas encore intéressé au fait qu'ils étaient présents partout. Donc c'est dommage parce que ce livre, qui va être très très intéressant pour vous, donc je vous donnerai le lien, sur Leçons sur la fermentation vineuse et fabrication du vin. Il a fait énormément d'expériences sur le sujet, donc il a fait des analyses sur la fermentation du sucre pur et la fermentation à partir du mou de raisin, etc. Et il apporte sans doute des éléments que finalement vous ne connaissez peut-être pas, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a tellement de choses qui sont ignorées, que peut-être que ces informations pourraient être intéressantes pour vous. Sachant que, justement, c'est après avoir fait ces leçons de fermentation vineuse et avoir présenté tout ça auprès des viticulteurs de l'époque, qu'il s'est interrogé, il s'est dit, mais finalement, je dis que le ferment est présent dans l'air, mais finalement, en observant, on se rend compte que ça ne tient pas, puisqu'il explique lui-même que plus tôt on protège la fermentation de l'air, plus on obtient un vin de qualité. Et il se dit que cette fermentation a bien lieu derrière, donc il cherche à protéger de l'air le plus tôt possible. Et donc, et pour tout un tas d'autres réflexions, il s'est dit, mais non, c'est pas possible. On attribue au l'air une trop grande généralité d'action, il y a quelque chose de plus. Et donc, c'est en 1863, je me suis demandé s'il était vrai, comme je l'avais enseigné jusque-là, qu'un phénomène aussi constant que la fermentation vineuse fut livré au hasard des germes de l'air. La différence dans les produits fermentés obtenus me poussèrent à me demander si le raisin ne serait pas porteur des germes des ferments qui font le vin. Et c'était un moment important parce que à cette époque-là, je vous disais que les ferments, les micro-organismes, ce sont des ferments. Donc ce qu'on appelle microbes maintenant, ce sont des ferments. Et à cette époque-là, il y avait tout un tas de chercheurs qui défendaient ce qu'on appelle la génération spontanée. Est-ce que les microbes apparaissent comme ça dans nos organismes? Est-ce qu'ils naissent d'un claquement de doigts? Donc il y a des gens qui pensaient ça, que ça naissait, c'est-à-dire d'un seul coup, le vivant naissait, ça leur paraissait possible. On est pourtant des êtres vivants. Hein. Je crois que, et ça, j'insiste là-dessus parce que quand on pense que la science actuellement analyse que la chimie en nous, on a l'impression qu'on ne connaît pas le vivant du tout en nous. On ne sait pas on est vivant, on ne sait pas du tout d'où vient ce vivant et en quoi on est vivant.
Et donc, à cette époque-là, ils ont fait tout un tas d'expériences. Alors, Pasteur et Béchamp étaient d'accord tous les deux pour dire, mais les ferments, les microbes, ils viennent de l'air. Et Béchamp avait constaté qu'effectivement, ces ferments, dans l'interversion du sucre, venaient de l'air. Donc, il était d'accord avec Pasteur, il pensait qu'ils venaient de l'air. Ils ont fait des expériences, du coup, sur le sucre, mais sur tout un tas d'autres matières inertes, comme le sucre, mais sur des matières vivantes aussi, et en se mettant à l'abri des germes de l'air. C'est-à-dire qu'ils ont construit des appareils très, très sophistiqués pour empêcher que les germes de l'air puissent intervenir. Et ils se sont rendus compte qu'au final, ils étaient tous d'accord là-dessus. Ceux qui étaient adeptes de la génération spontanée, et ceux qui étaient adeptes de ce qu'on appelle la panspermie, c'est-à-dire que les germes viennent de l'air, ils ont tous obtenu les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun développement de microbes, de micro-organismes à l'abri des germes de l'air sur des matières inertes. Et d'autres, ils ont obtenu, par contre, sur des matières vivantes, systématiquement des développements de bactéries. Matières vivantes, on entend la viande, le lait, l'urine. Sur les végétaux, pareil. C'est-à-dire que les bactéries se développaient de manière systématique. On était à l'abri des germes de l'air. Et toutes les précautions avaient été prises dans les prélèvements de ces matières, comme elles avaient pu l'être pour les matières inertes. Ça, c'est quelque chose que, quand j'essaie de présenter les travaux de Béchamp aux scientifiques, ils me disent, mais de toute façon, à cette époque-là, ils n'ont pas pu obtenir un milieu stérile, etc. Et pourtant, pourquoi ils obtenaient un... Voilà. Mais on a des preuves par la suite, je vous apporterai des preuves que ces développements se produisent bien à l'intérieur de la matière. Et ce qui s'est passé, c'est que Pasteur et Béchamp ont divergé. Et comme ils ont divergé et qu'on a continué sur la voie de Pasteur, on a ignoré ce qu'avait découvert Béchamp. Donc Pasteur, il a continué à penser que c'était les germes de l'air qui intervenaient de manière systématique, et c'est ce qui a été vendu par la suite, quoi. En gros, c'est ça. C'est que la science a continué sur cette voie-là, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les scientifiques découvrent un microbe, quelque chose qui se développe dans nos organismes, ou sur les végétaux, dans les végétaux en particulier, ils sont persuadés qu'ils viennent de l'air. Ça va faire 150 ans de tout ça. 150 ans, et les scientifiques pensent toujours de la même manière. En réalité, Béchamp, il a dit, il voyait en particulier l'expérience de la viande, et c'est là que les scientifiques devraient reprendre cette expérience. C'est que mettre une viande en milieu stérile et la laisser là, parce que ça prend du temps quand même, ça ne se fait pas du jour au lendemain, la laisser là et voir ce qui se passe. Des bactéries naissent, non pas au pourtour de la viande, mais dans le cœur de la viande, au cœur de la viande. Elles n'y étaient pas parce que si on observe la viande, si on a plusieurs échantillons, si on observe la viande au départ, elle n'a pas ces bactéries. C'était une viande saine. Elle se développe au cœur de la viande. C'est donc qu'elle se développe de quelque chose. Alors, est-ce qu'on a génération spontanée? Est-ce que ça se développe comme ça? Bien, Béchamp, il s'est dit non, c'est pas possible. Il a cherché, il l'a retrouvé, et puis il avait cette expérience de l'interversion du sucre, où il avait trouvé ces petits corps, ces fameux petits corps à l'origine des moisissures. Eh bien, il les a retrouvés, ces petits corps, à l'origine des bactéries dans la viande. Ces mêmes petits corps. Ils avaient le même aspect. Il a compris donc que l'origine des micro-organismes était vraiment interne aux animaux et aux végétaux. Il faut qu'on observe autrement désormais. Et ça, il faut que les scientifiques le fassent à leur manière, avec leurs techniques scientifiques, mais il faut vraiment qu'on observe autrement. Alors, si vous observez, vous êtes persuadé, quand vous voyez apparaître des moisissures ou des choses, il est probable d'ailleurs que les moisissures, quand vous les voyez apparaître à la surface, proviennent des germes de l'air. Mais si vous voyez apparaître des bactéries à l'intérieur d'un liquide, d'un milieu,
il est probable que ça vient du végétal qui est là. Quand on fait des lactofermentations, il est probable que s'il y a des développements de bactéries, ces développements sont internes. Donc il faut faire la part des choses. Ce qui est en surface provient probablement de l'air. Ce qui est à l'intérieur provient probablement des microzymas, des ferments internes vitaux du végétal ou de l'animal, ou de nous. Donc moi, j'observe autrement depuis. Donc déjà, quand on fait des lactofermentations, on voit bien que on remplit notre flacon de saumure avec... bon, je veux bien qu'il y ait eu au départ des germes, mais pourquoi ça se produirait toujours dans le même temps? Ça se produit toujours en 2-3 semaines, c'est très régulier. Les germes de l'air, c'est pas régulier dans l'air, il y a plein de choses qui se produisent, qui devraient amener à faire réfléchir. Et là, l'autre jour, alors là, j'en ai profité pour faire des photos, parce que j'ai dit, là, c'est énorme. J'avais constaté déjà que les avocats, souvent, c'est à partir du noyau qui deviennent noirs et qui se putréfient. Et là, j'adore les grenades. J'avais des grenades et j'étais déçue parce que j'ouvre une grenade et je commence à goûter un grain. La pulpe, elle commençait à être un peu liquide. On sentait qu'à l'extérieur, c'était un peu collant. C'est pas normal. La pulpe de la grenade, elle est normale. La grenade, elle est bien nette. Elle est bien. Et là, j'ai goûté et ça avait un goût vineux. On était déjà dans la fermentation parce qu'on n'obtient pas un goût vineux sans fermentation. Donc déjà on constatait. Et là, il y en a une autre, donc une autre, et je vais vous montrer ce qu'elle est devenue, celle-ci. En fait, elle était plus légère, je l'ai constatée après. Celle qui est ici, donc il faudrait que je montre avec ma souris, celle-ci, voilà ce qu'elle était, comment elle était à l'intérieur, quand je l'ai ouverte. Et à l'extérieur, elle était impeccable. Elle n'était pas... Bon, là, j'avais commencé à la couper, mais avant de la couper, là, elle était impeccable. On voit bien les bords, la pulpe est nette, et c'est pas rentré par le bout non plus, parce que c'était net, c'était impeccable au bout aussi. Et ça, on voit que la fermentation s'est produite, et la putréfaction s'est produite à l'intérieur. Parce que ces petits ferments vitaux sont à l'origine de la putréfaction des aliments. Et sont à l'origine de notre propre putréfaction aussi. Donc en fait, ils sont la matière vivante. Les ferments sont la matière vivante, ces ferments vitaux. Ils accompagnent le végétal pendant sa vie, tant qu'il est nourri par la terre et tant qu'il est peut-être nourri par d'autres choses, sans doute, plus subtiles. Et quand ces choses-là, quand on meurt, quand le végétal est coupé de ses racines, quand nous-mêmes on meurt, eh bien derrière, il nous putréfie parce qu'il ramène la matière organique à l'état minéral. Et ça devient du charbon. La matière organique, elle est composée essentiellement de carbone, ce qui devient noir. Et ça ne peut se faire sans ferment. On a vu tout à l'heure que la transformation du sucre, déjà, devait se faire avec une enzyme. Et que l'enzyme seule n'était pas capable de produire la fermentation. Que c'est le ferment qui se nourrit du milieu qui est capable, en se nourrissant, de faire la fermentation. C'est donc un petit organisme vivant qui est à l'origine de tout ça, toutes ces transformations. Et la fermentation, la putréfaction, je dis c'est une fermentation, un autre type de fermentation. Tout se fait en fonction du milieu. Quand le milieu est nourri de vie, comme par les racines, par d'autres éléments sans doute, c'est l'organisme qui se développe. Et quand l'organisme est mort, donc la putréfaction est une fermentation, je devrais dire défermentation. C'est une succession de fermentations. Au fur et à mesure, les transformations transforment le milieu et les ferments, et ça, c'est important que vous reteniez ça,
c'est que le ferment va s'adapter au milieu au fur et à mesure. Je ne sais pas si ça vous laisse soupçonner quelque chose au niveau du vin en particulier. C'est que ces ferments vitaux, ils sont de la taille du nanomètre. Ils sont inférieurs au micron. Le micron, c'est 1 millionième de mètre. Et les microzymas, les ferments vitaux, sont inférieurs à la moitié d'un micron, pour la plupart. Il a observé aussi, il a fait des expériences. Donc là, c'est là qu'il a commencé à chercher les micro-organismes, les microzymas à l'intérieur des organismes végétaux et animaux. Donc il a commencé par les végétaux. Dans les années 1867-1868, il a trouvé une plante gelée, puis il s'est demandé une plante grasse en plus. Il était dans le sud de la France, gelée par l'hiver, et il a observé la plante. Elle était impeccable à l'extérieur, la peau était intacte. Il a observé à l'intérieur et il a vu dans la partie gelée, quelques jours après, après le dégel, il a vu des bactéries. Il a regardé dans la partie saine, il arrivait à voir ces granulations qu'il avait commencé à repérer dans l'air. Et déjà, il avait commencé à les analyser dans l'air. Il a repéré ces granulations dans la partie saine. Et surtout, il a fait cette expérience sur plusieurs plantes par la suite. Donc. Et dans un cas en particulier, il voit les étapes de formation, dans les parties intermédiaires, les étapes de formation des bactéries à partir des granulations. Et il en déduit que la cause de la maladie, ce n'est pas la bactérie, mais bien le froid. Donc le changement de milieu. Le changement de milieu a provoqué un malaise des microzymas, des ferments, qui se sont adaptés et ont produit des bactéries. Dans la plupart des cas, dans la plupart du temps, dans les maladies, les bactéries ce sont des microzymas évolués, les bactéries finalement. Les moisissures sont des microzymas évolués. La plupart du temps, vont tenter de rétablir cet équilibre. Donc, ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas. À un moment donné, quand on arrive au stade gelé, les bactéries vont concourir à la mort de la plante. Mais il y a quand même toute une partie où le développement de bactéries va contribuer au rééquilibre. Et quand on développe des bactéries à l'intérieur de nos organismes, la plupart du temps, on va développer de la fièvre jusqu'à ce que l'équilibre soit rétabli, que l'homéostasie interne soit rétablie. Donc il y a une phase à un moment donné où on bascule soit dans la fermentation qui concourt à la vie, à notre vie, et la fermentation qui concourt à notre mort. Il y a un passage entre les deux. Donc il a retrouvé ces granulations dans tous les organismes vivants et il a étudié leur spécificité, particulièrement dans les organismes humains, animaux, plutôt sur les animaux. Il a étudié les spécificités selon les glandes, les humeurs, selon les centres vitaux de l'organisme. Et il s'est rendu compte que cette granulation est vitale et qu'elle a un rôle prépondérant dans l'organisation des êtres vivants. Et je disais tout à l'heure que quand les scientifiques disent oui, quand vous faites quand à l'époque de Béchamp, ils faisaient des expériences en milieu dit stérile, à l'abri des germes de l'air, je disais qu'on avait d'autres arguments. Eh bien, les arguments, c'est que, en fonction des microzymas, du centre vital d'où sont prélevés les microzymas, on va avoir une action différente des microzymas. Et ils vont faire des fermentations différentes, où ils vont donner des résultats de fermentation différents.
Donc, ils sont spécifiques du centre vital dont Antoine Béchamp les a extraits. À quoi ressemblent les microzymas? Donc, il les a retrouvés partout. On voit dans un fragment, un embryon d'organe, le parenchyme feuille, un peu de foie, de pancréas, de thymus, de rein, un peu de jaune d'œuf. Il les a retrouvés partout. Donc, il observait avec un microscope qui faisait plus de x 700 et augmenté par une cellule à immersion. Et il observait des points brillants. Il a observé quelque chose qui se distingue, brillant au milieu, avec une bordure plus sombre, ou l'inverse, suivant que le microzyma est au focus ou pas. Et surtout, peut-être, je l'ai compris après, suivant l'évolution du microzyma qui est peut-être en cours ou suivant son action ou la fonction qu'il exerce. Ces microzymas, vous vous dites bien que les scientifiques n'ont pas pu passer à côté. Hein. Eh bien oui, ils les ont vus, mais on leur a dit, on a décrété que c'était des granulations amorphes. Donc ils n'accordent pas d'importance. C'est-à-dire à l'heure actuelle, si on demande à un enzymologiste comment sont produites les enzymes dans la cellule, eh bien, l'enzymologiste va répondre comme une autre protéine. Mais l'enzyme, ce n'est pas une protéine comme une autre. Hein. L'enzyme, c'est une protéine, elle a la structure organique d'une protéine, mais c'est une protéine active, elle a quelque chose de plus. Et ce plus, il lui est fourni par la vie du ferment. C'est-à-dire, Antoine Béchamp, il dit finalement l'enzyme, elle conserve. La vie, c'est une vibration. Et l'enzyme produite par le ferment conserve une énergie de cette vibration qui lui confère cette activité qu'elle a, qui est bien plus forte qu'une simple protéine. Et l'enzyme ne peut pas être produite par... Et pourtant, les enzymologistes vont vous le dire, c'est normal, elle se produit comme les autres protéines. Elles ne peuvent pas être produites comme les autres protéines. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'enzymes pour produire les protéines. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans leur raisonnement. Parce que maintenant, on a des techniques extraordinaires. Donc, NanoLive, c'est une technique d'observation du vivant. Vous allez souvent avoir des références de la part des scientifiques, microscopie électronique, comme si la microscopie électronique leur donnait tout. La microscopie électronique, elle tue tout. Elle tue le vivant complètement. Et ce qu'on observe, c'est quelque chose de mort qui a été complètement déformé par les fixations. Et donc, quand on vous dit, là, on a vu un virus, alors là, c'est flagrant, on a vu un virus, et regardez comme c'est sombre autour, c'est la spike autour. Formidable, c'est une image qu'on a figée, qu'on a coupée, qu'on a martyrisée, et on obtient une espèce de particule avec autour quelque chose de sombre, et on dit, voilà, là, vous avez une particule comme ça, c'est celle-là, voilà la preuve. Non. Ces particules, en particulier, oui, dans les maladies virales, c'est sans doute des microzymas tout simplement. Donc en fait, c'est des ferments vitaux de nos organismes qui sont pris pour des poisons, puisque la notion de virus, c'est la notion de poison. Ce qu'il faut observer, c'est le vivant. Et Antoine Béchamp observait toujours le vivant, donc il avait des microscopes vraiment évolués pour son époque, lui. Hein. Il observait le vivant. Là, on est au cœur d'une cellule souche. Vous avez vu l'échelle en bas, là? On est à une échelle de 10 microns. C'est-à-dire que si vous prenez un dixième, là, vous êtes à 1 millionième de mètre. Alors, vous voyez plein de choses. Hein. Quand on regarde pour la première fois, on se dit, mais qu'est-ce que je vois là? Donc, ce que vous voyez là, en gros, là, c'est le noyau de la cellule, avec à l'intérieur les chromosomes. Vous arrivez à voir le curseur? Oui, c'est bon.
Là, dans cette cellule souche, parce que les scientifiques vont interpréter ce qu'ils voient. Hein. Est-ce que on nous dit que toutes ces fibres sont des fibres de stress? C'est possible. C'est-à-dire que la cellule créerait ces fibres sous le... C'est possible. C'est possible ou pas? C'est peut-être, comme c'est une cellule souche mésenchymale, peut-être que c'est une manière de construire le mésenchyme. De toute façon, il est certain, quand on observe quelque chose, il est déjà plus dans son contexte naturel. Mais ce genre de fibres, si on observe d'autres cellules, il y en a d'autres, on ne voit pas ce genre de fibres. Donc pourquoi celle-ci, peut-être? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Ce qui nous intéresse là-dedans, c'est toutes les petites granulations. Donc vous en avez des brillantes, et selon Alain Scoï, ce serait plutôt ces brillantes. Vous en avez d'autres, regardez par exemple celle-ci ici. Antoine Béchamp disait, on distingue, des fois, on a un centre foncé. Et regardez celle-ci comme elle se déforme. À l'intérieur d'une cellule, hein, les scientifiques, ils ne voient dans la cellule que physico-chimie. La vie, ils ne voient pas. Je ne sais pas si vous voyez la vie à l'intérieur de la cellule. Hein. Donc ces granulations, elles sont vraiment vivantes. Et si on les extrayait, il faudrait les extraire, et c'est ce qu'a fait Béchamp, il les extrayait de manière systématique, parce qu'elles sont très très résistantes, il a pu faire des traitements chimiques puissants, à la fin il les retrouvait, elles sont insolubles, elles sont organisées, il les retrouvait et il pouvait les faire à nouveau, produire des enzymes, fermenter, et il arrivait à les faire fonctionner à nouveau. Elles sont vivantes. Quelles sont, avec ces méthodes nouvelles, quelles sont les granulations qui sont les microzymas ou pas? Je pense que ce sont les deux. Il y a peut-être des granulations amorphes qui sont juste des granulations lipidiques, c'est possible. Mais il y a de grandes chances que ce soit, toutes ces granulations sont sans doute des microzymas, mais à différents stades, en fonction de ce qu'ils sont en train de réaliser. Ça, c'est d'autres observations qui me permettent de déduire ça. C'est parce qu'on a différents stades. Le microzyma, il travaille en permanence. Et donc, oui, puis je vois au passage, il fallait que je vous parle aussi de cette petite lumière-là. Ah, j'arrive plus à le lancer en boucle. Bien quand il y a... Vous voyez apparaître ici une petite lumière, là. Là, vous la voyez? Alors là, c'est Olivier, justement. Olivier Salière qui est allé voir Nanolive directement. Quand je lui avais envoyé cette observation-là, il m'a dit, faut que j'aille les voir. Il est allé voir parce qu'il trouve que ces appareils sont extraordinaires. Et il a demandé, il a repéré cette lumière, lui qui travaille sur les biophotons, ça ne pouvait pas lui échapper. Et il leur a demandé, est-ce que ça vient de vos techniques, cette lumière? Eh bien non, ça ne vient pas de leur technique, c'est donc interne à la cellule, ou c'est peut-être un message, quelque chose qui arrive par le biais de la lumière au microzyma, ou à la cellule en tout cas. Donc si la cellule est vivante, si une cellule est vivante, c'est grâce à ces microzymas. Une cellule sans microzymas, c'est une matière inerte, rien. C'est les microzymas qui apportent la vie dans les cellules. On ne serait rien sans eux. Donc voilà, donc je vous ai la manière, comment ils se présentent ces microzymas, et surtout ce cœur brillant, là on fait le lien avec les biophotons et puis l'énergie lumineuse. Il y a quelque chose... Antoine Béchamp, qui disait qu'ils avaient un cœur brillant, c'est après les avoir, puisque quand il faisait ses expériences, qu'il extrayait de différents centres vitaux, ces microzymas subissaient des traitements chimiques, et puis à la fin, il arrivait à constater qu'ils continuaient à vivre. Il constatait ce cœur brillant de manière systématique. Hein. Au bilan qu'a découvert Béchamp, c'est qu'au-delà de la cellule, il y a quelque chose de vivant et quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que la cellule n'est pas... La théorie cellulaire, la science actuellement, se base sur la théorie cellulaire. Donc, je suis en train de
Moi, je suis en train de remettre en question toute la science. Hein. La science se base sur la théorie cellulaire. Non, les scientifiques ne recherchent pas ce qui est vivant en dessous de la cellule. Pour eux, c'est la cellule qui est vivante, c'est l'élément de base. Et ce qui est grave, quand ils trouvent, et ça c'est déduit des travaux de Pasteur, de la théorie de Pasteur. Donc, à partir du moment où ils se disent qu'il n'y a plus rien de vivant en dessous de la cellule, quand ils découvrent quelque chose de vivant en dessous de la cellule, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est que c'est quelque chose qui s'est introduit obligatoirement. Le pire, c'est que les travaux actuels, les scientifiques découvrent qu'on a un microbiome interne, que je distingue bien, parce qu'on va parler beaucoup du végétal, mais d'un point de vue animal. On est constitué d'un tube digestif qui va de la bouche à l'anus. Ce tube digestif, il contient effectivement un microbiote qui se développe. On reviendra sur ce microbiote. Mais dans les parties purement internes qui contiennent tous nos centres vitaux, on est considéré comme stérile par les scientifiques. Et donc tout ce qu'ils trouvent à l'intérieur dans ces parties internes, qui vit à l'intérieur de ces parties internes, plus petit que la cellule, est considéré comme étranger. Donc les scientifiques ont découvert, il y a quelques années, un microbiome interne, puisque maintenant tout passe par la génétique. Microbiome, ça veut dire qu'ils ont découvert des gènes microbiens. Et donc on analyse à partir du moment où on trouve gène microbien, microbe. Là on a ça. Donc ils ont trouvé des gènes microbiens partout à l'intérieur de nos organismes. Et là ils ne comprennent plus. Ils ne comprennent plus. Et au lieu de remettre en question, ils devraient se dire, mais attention, d'où ça vient? Est-ce que finalement on est stérile ou on n'est pas stérile? On n'est pas stérile, puisqu'on retrouve ces gènes microbiens. Mais alors, si on n'est pas stérile, ils devraient remettre en question le dogme de l'asepsie. Non, ils ne remettent pas en question le dogme de l'asepsie. Ils continuent à raisonner sur ce dogme. Il y a 150 ans. C'est ancré. Ils n'arrivent pas à raisonner autrement. Donc, ils continuent à raisonner sur ce dogme. Et là, ils se disent, d'où vient ce microbiome? Comment il s'est introduit? C'est la question. Comment il s'est introduit? Et donc, ils en sont à remonter à l'embryon, au départ, et ils se disent, ça vient de la mère. C'est la mère qui a filé ses microbes à son enfant. Mais ils ne réalisent pas que, en fait, ça n'a rien à voir avec des microbes étrangers. Ce n'est pas les microbes étrangers de la mère qui ont été, à la naissance, donnés à l'enfant, à l'embryon au départ. Et on retrouve, et mon livre, je l'ai mis là-bas. Sur mon livre, j'ai mis un petit œuf, le vitellus. Le jaune d'œuf, on ne voit pas bien là, vous ne voyez pas bien. On voit le petit jaune d'œuf et un poussin qui naît. C'est mon fils qui a fait le dessin. Il est graphiste. J'adore l'idée de l'embryon qui naît du jaune d'œuf. Et pourquoi j'ai mis ça sur le livre? C'est que je pose la question que Béchamp se posait. Les embryologistes ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant? Parce que ce qui est vivant provient de ce qu'il est déjà. Donc, à l'intérieur du vitellus, on n'a que des matières inertes pour les scientifiques. On n'a pas de vivant. Et pourtant, si on regarde, on a toutes ces granulations, on a les microzymas qui sont vivants à l'intérieur du vitellus. Et les scientifiques ne s'y sont pas intéressés. Les gènes, l'ADN, c'est une molécule. Donc, on est parti d'un dogme de l'asepsie. Maintenant, la théorie cellulaire
la génétique avec le rôle central de l'ADN, parce qu'on est au niveau de la théorie cellulaire, et puis on est un peu perdu au niveau de la science, parce qu'on a été mis sur une voie, et on est bel et bien sur la voie. Je peux vous assurer que c'est difficile d'arriver à en faire décoller les scientifiques. C'est mon rôle. Donc c'est pour ça que j'ai hésité quand Olivier m'a proposé de venir, parce que je me disais, mais bon, moi, mon but, c'est vraiment de faire bouger les scientifiques. Il va bien falloir arriver à le faire à un moment donné. Et donc, c'est ce but-là que j'ai. Mais je me dis finalement, la fermentation, c'est au cœur de la vie. Les ferments sont au cœur de la vie. Et donc, je me suis dit, la fermentation, le vin, finalement, il faut que je m'y colle, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y intéresse, parce que finalement, ça passe par là. Donc, les microzymas sont vraiment l'élément vital sans lequel aucune matière ne serait vivante. Et ils sont présents dès le vitellus, et sans doute dès la graine, dans le végétal. Et ils sont transmis par descendance. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Ils sont transmis par descendance. Et pour ça, Béchamp, il est carrément allé à la formation de l'œuf dans la poule. C'est-à-dire qu'il est allé voir au tout début de la formation de l'œuf dans la poule. Et qu'est-ce qu'on a au tout début? On a des granulations. On a les granulations de la poule qui sont à l'origine de l'œuf. Et si on prend les spermatozoïdes, ce qui forme les spermatozoïdes, donc les gamètes, que ce soit mâle ou femelle, sont formés par des granulations. C'est vraiment, ils sont au tout début de la formation. Des ferments exceptionnels qu'il a analysés chimiquement, fonctionnellement, il a tout fait. Chimiquement, ça veut dire qu'il les a même cassés pour arriver à se connaître leur composition. Ils sont composés d'eau à 80%, ils sont composés de carbone, hydrogène, oxygène, azote, comme tous les organismes vivants. Ils sont composés de minéraux. Voilà. Et il a constaté des différences en fonction de leur... les microzymas des amandes, par exemple, ils ont beaucoup plus de minéraux que les microzymas d'autres centres vitaux où il les a prélevés. Il a constaté quelques différences, mais dans l'ensemble, on retrouve toujours ces mêmes éléments qu'on trouve dans tous les organismes vivants. Ce sont les éléments vitaux. Ils réalisent les fonctions propres. Ils produisent des enzymes, ça, j'ai pas mal insisté là-dessus. Ces analyses chimiques qu'il a faites, c'était en termes de fermentation, c'est-à-dire à chaque fois, et ça aussi c'est important, je reviens là-dessus, j'avais dû déjà le dire, c'est que la fermentation est fonction du milieu. Suivant la fermentation, il n'y a pas de ferment alcoolique, de ferment lactique, ou de ça c'est des choses qui doivent... Non, ça vous parle ou pas quand je vous dis ça? Il n'y a pas de ferment lactique, pas de ferment alcoolique, pas de ferment... Hein? Suivant le milieu, si on met dans un sucre, on va avoir particulièrement de l'alcool. Mais si on met dans l'amidon, on va avoir d'autres produits, de l'alcool en particulier. Et l'alcool est un terme de toutes les fermentations. Donc à ce moment-là, tous les ferments sont alcooliques. D'ailleurs, dans nos organismes, Béchamp a analysé, ou des membres de son équipe, ils ont analysé, ils ont retrouvé de l'alcool partout. Bon, pas dans la même quantité que lorsqu'on on retrouve de l'alcool partout. Parce que toutes les transformations qui se produisent dans la cellule, dans nos organismes, toutes les transformations sont des fermentations. Mais par contre, il trouvait des différences en fonction du centre vital. C'est-à-dire, prenez du foie, le pancréas. D'abord, les microzymas du pancréas, il les a retrouvés dans une gaine de graisse. D'ailleurs, il a fallu qu'il les retrouve, parce que... Donc il a nettoyé la graine en pensant que c'était que des granulations lipidiques sans doute. Et puis à force de nettoyer, de traiter, il a retrouvé quelque chose de tout petit, plus petit encore que ce qu'il avait trouvé dans le foie. Et puis il les a observés, puis il a réussi à les faire se multiplier, fermenter, produire des enzymes. Et à chaque fois, il obtenait quelque chose. Et ces granulations, qu'elles viennent du foie ou du pancréas, n'agissent pas de la même façon. Il a essayé... Dans des expériences, il a essayé de prendre
des expériences sur le sang. Alors, moi, j'aime pas trop les expériences c'est vrai que les pauvres animaux, on leur fait subir des choses pas possibles. Et c'est peut-être bien pour ça que j'ai réalisé que c'est peut-être bien pour ça que j'ai pas continué en biologie, en biochimie, parce que je voulais pas travailler sur les animaux et j'arrivais pas. J'avais beaucoup de mal avec ça. Et donc, en particulier, s'ils mettaient les microzymas prélevés du foie dans le sang d'un chien, ben, le chien survivait. Dans les mêmes proportions, s'ils mettaient des microzymas prélevés du pancréas dans le sang d'un chien, le chien ne survivait pas. C'est donc qu'il y avait vraiment une spécificité. Et bon, il constatait déjà au niveau des fermentations qu'il n'obtenait pas toujours exactement les mêmes choses. Voilà, il y avait des variations au niveau des fermentations. Donc il a fait fermenter sur différents types de milieux. Et donc il avait des spécificités propres au centre vital. Il s'est rendu compte que les microzymas pouvaient construire des cellules. Ces spécificités propres au centre vital, il s'est rendu compte surtout que c'était les mêmes que réalisaient les cellules elles-mêmes. Il avait déjà étudié le métabolisme des cellules avant de découvrir les microzymas, et il s'est rendu compte qu'ils reproduisaient les mêmes spécificités avec les microzymas, les mêmes produits de fermentation. Et donc, il a réalisé que les microzymas réalisaient les fonctions de la cellule. Et il s'est dit, mais c'est quoi la cellule dans tout ça? Eh bien, la cellule, ils construisent la cellule pour préserver le milieu pour réaliser leur fonction. Parce que la fonction est propre à un milieu précis. Enfin, le milieu est propre à une fonction précise. Et le microzyma a besoin d'un milieu précis pour réaliser correctement sa fonction. Si on change de milieu pendant longtemps, ou si il va finir par s'adapter. Parce que ces petites bêtes, elles ont des possibilités incroyables. Elle va finir par s'adapter. Et il s'aperçoit par exemple, ces microzymas du pancréas, s'il leur faisait digérer de la fibrine, donc s'il les mettait dans un milieu avec de la fibrine, eh bien les microzymas du pancréas, derrière, s'il les injectait dans le sang d'un chien, et là, ils n'avaient plus leur aspect nocif. C'est donc qu'ils s'étaient adaptés. Donc, ils réalisent les fonctions de la cellule, ils réalisent les fonctions du centre vital, tout simplement. Ils sont capables de s'adapter. Donc, ils sont propres à un centre vital, ils sont capables de s'adapter. Mais pour eux, ils sont faits dans un organisme vivant, ils sont faits pour réaliser ces fonctions qu'ils ont acquises au fil du développement de l'embryon et par la suite. Ils ont besoin des cellules. Pourquoi les cellules? À quoi servent les cellules? Eh bien, à maintenir ce milieu. Elles n'ont pas d'autre rôle finalement. Elles ont un rôle, ça se trouve, voilà, l'ADN des cellules a surtout un rôle utilitaire pour les microzymas. C'est-à-dire, ils ont peut-être fait fabriquer une petite machine, la cellule, c'est une petite machine qu'ils ont fabriquée pour être plus efficaces dans leur fonction. Mais c'est les microzymas, c'est eux le vivant. C'est vrai aussi pour les végétaux, ça. Donc, ils peuvent construire des cellules ou se développer en micro-organismes si le milieu est déséquilibré. Tout est une question de milieu. Et Antoine Béchamp a dessiné ce qu'il observait. Il n'avait pas des techniques pour photographier à cette époque-là ce qu'ils observaient. Il dessinait tout. C'est un exemple, une expérience sur la mer de vinaigre. Là, de la figure 1 à la figure 4, qu'est-ce que vous voyez? Le développement de bactéries.
là, les longs fils que vous voyez là, ce sont ce qu'on appelle des leptotrix, c'est des très longues bactéries. Les petits points qu'on a de cette masse sombre, tout ça, toutes les petites granulations, là, ce sont les microzymas. Et dans le milieu dans lequel il les avait mis, ces microzymas se transformaient en bactéries. Donc de la figure 1 à la figure 4, tout ça, c'est l'évolution des microzymas en bactéries. C'était dans un même milieu qui évolue forcément, puisque au fil des fermentations, il y a des éliminations. Il faut toujours penser que le milieu ne cesse d'évoluer. C'est là que je disais que la cellule est importante, parce que les microzymas de la cellule vont faire le tri. Au fur et à mesure, ils vont continuer à maintenir ce milieu tout le temps, c'est-à-dire qu'ils vont ne laisser rentrer que ce qui est intéressant pour la cellule, ne laisser sortir ce qui va permettre de maintenir l'équilibre du milieu. Ces microzymas de mer de vinaigre, dans un autre milieu, eh bien, elle arrivait à reconstituer des cellules, à former des cellules. Donc là, dans la masse, j'arrive pas avec. Oui. Dans la masse, on voit là, donc ça doit être C. On voit les granulations et on voit des granulations qui commencent à se rapprocher et à former des cellules. Et petit à petit, les cellules se détachaient. Tout est une question de milieu. Si le milieu est équilibré, on va avoir des cellules. Les microzymas vont réaliser leur fonction et donc produire des cellules quand les cellules sont nécessaires ou autre chose. Tout ce qui est dans nos organismes provient d'eux, puisque c'était les seuls éléments vivants dans le vitellus. Et quand c'est déséquilibré, eh ben, ils peuvent évoluer en bactéries. Évoluer en bactéries dans un milieu propice à l'évolution des bactéries. Si on les met dans un milieu propice à l'évolution des moisissures, ils vont évoluer en moisissures. Donc c'est l'élément vital de tout organisme vivant. Ils sont propres à l'organisme et même au centre vital. Et ils sont, je disais qu'ils étaient à la base de tout organisme vivant, donc ils organisent, c'est important, l'organisme, c'est que chaque chose va trouver sa place dans un organisme. Ils organisent cet organisme, ils sont à la base de tout. Et quand l'organisme est mort, peut-être par désorganisation, ou quand à un moment donné, les milieux sont tellement déséquilibrés que de toute façon, on bascule vers quelque chose qui n'est plus possible, donc c'est la mort de l'individu, eh bien, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, et là, ils passent en putréfaction. Ils vont produire la putréfaction, c'est-à-dire qu'ils vont produire un autre type de fermentation. Au lieu de travailler tous ensemble pour l'organisme, là, cette fois, ils vont travailler tout seuls, de manière autonome. Et à la fin de la putréfaction, donc ils peuvent passer par le stade de bactéries, par différents stades. Ils vont passer par tous les stades en fonction du milieu au fur et à mesure. Et des germes de l'herbe peuvent intervenir aussi. Ils vont peut-être pas, pourquoi pas, il y en a d'autres qui vont se régaler du repas, là, au passage, parce que l'organisme est mort. Auparavant, ils ne se sont pas introduits dans nos organismes. Parce que Antoine Béchamp constatait que, en fait, il le supposait, mais de toutes ces... Il n'en était pas vraiment sûr, mais de tout ce qu'il avait observé, les microzymas qui interviennent dans nos organismes sont les nôtres. Et que les microzymas étrangers ne pénètrent pas dans un organisme parce qu'ils ne sont pas chez eux. Par contre, à partir du stade de la mort, ils vont intervenir, puisqu'après tout, ils se retrouvent devant une substance inerte. Et donc, nos propres microzymas, aidés d'autres, nous putréfient. Et qu'est-ce qu'on retrouve à la fin ? Une fois que tout a été réduit à pas grand-chose, en poussière, on retrouve les microzymas vivants. À la fin de tout organisme vivant. Et on pourrait faire ça pour une feuille, on pourrait faire ça pour tout. Tout redevient. On a tellement pris l'habitude de voir les choses qu'elles nous semblent normales.
Pourquoi une viande pourrie? Pourquoi un végétal pourri? On croit que c'est juste des réactions chimiques. Non, 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 ça ne se produit pas tout seul. Normalement, la matière inerte, c'est ce que je mettais au tout début, il y a une cause provocatrice. Et cette cause provocatrice, ce sont les microzymas. C'est eux qui se nourrissent de la matière, c'est eux qui transforment. S'il n'y avait pas ces ferments, une feuille, elle resterait une feuille. Elle ne se dégraderait pas. Nous, on ne se dégraderait pas non plus. Donc tout ce qu'on voit, la putréfaction, c'est un acte vivant de la part des micro-organismes. Tout est réductible aux microzymas. Au tout début, dans le vitellus, on avait des microzymas. Dans la graine, on avait des microzymas. Tout s'est construit à partir de ces petits ferments vitaux. Donc c'est vraiment les ferments vitaux. Et c'est eux qui sont à la base de la putréfaction, qui sont le principe de base de la putréfaction. Et eux-mêmes sont des petits organismes vitaux, mais ils ne sont pas putréfiables, parce qu'ils sont le principe de base de la putréfaction. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'air, dans l'environnement? On retrouve les restes des organismes vivants, animaux et végétaux. Et ce qu'on croit être des microbes qui sont nés pour nous attaquer sont en réalité les restes des organismes vivants. C'est essentiel ce que je dis là. C'est essentiel. C'est-à-dire que la vision du microbe qu'on avait, c'est quelque chose qui nous attaque, qui nous agresse. En réalité, c'est exactement l'inverse. Ce qu'on a dans l'air, les germes qu'on retrouve dans l'air, ce sont les restes des organismes vivants, animaux et végétaux. Ça change tout. Et que tout ce qu'on a à faire, c'est à maintenir le bon équilibre pour que cet organisme vivant vive le plus longtemps possible. Voilà. Et donc, en plus, tous ces éléments vitaux, tous ces ferments vitaux, ils ont un rôle au niveau de la vie de la Terre, parce que ces ferments vitaux, eh bien, ils contribuent à ramener les matières organiques. Ils font le nettoyage sur Terre. Ils nettoient tout ça. Et donc, ils ont un rôle au niveau de la vie terrestre, puisqu'ils ramènent les matières organiques à l'état minéral. Voilà. Voilà. Et la théorie, j'arrive au bout de cette théorie, donc j'espère que je vous ai apporté les éléments. Alors, les microzymas sont hérités de nos parents. Ils travaillent ensemble à nous construire, à nous organiser, et la vie est liée à l'organisation en particulier. Sans organisation, il n'y a pas de vie. À la mort d'un organisme, les microzymas sont libérés. Ils agissent alors comme ferments autonomes. Les microzymas sont la source de la matière vivante, on l'a vu. Et la matière vivante ne nous est prêtée que pour un temps. Elle continue sa vie terrienne après nous, les microzymas continuent après nous. Et rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie. Voilà. J'ai quelques expériences pour vous, si vous voulez. Je vais lire simplement. Une ou deux expériences qu'a fait Béchamp, parce que c'est vraiment intéressant. Et je vais lire. Donc, il y a quelqu'un, un monsieur Donnet, lui avait apporté un œuf d'autruche secoué. Le but, c'était, je parlais de l'organisation, tout est organisé, qui permet de vivre, c'est-à-dire qu'il y a chaque centre vital, chaque milieu a son rôle. Et donc, le but, c'était de démontrer que si on désorganisait, les microzymas ne pouvaient plus faire leur boulot. Et donc, avec un petit œuf, c'était un peu difficile à faire, de secouer un œuf au point de c'est tellement bien organisé à l'intérieur que c'est impossible, en secouant l'œuf, sans casser la coquille, de désorganiser l'œuf. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a essayé avec des œufs d'autruche. Donc, ils ont fait ça en deux fois. Une première fois, il lui a apporté l'œuf, mais il l'avait ouvert, donc il a voulu voir ce qui se passait avec l'œuf fermé. Donc, il l'avait ouvert après coup, quand même. Et donc, il a pu analyser ce qui se passait dedans. Donc, il a fallu du temps, c'est comme tout. C'est ça, c'est le problème, c'est qu'on veut avoir des réponses à tout en une fois. Les gens qui se plongent dans le sujet, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'une fermentation, ça ne se fait pas comme ça.
Et surtout, oui, ces expériences sont très longues la plupart du temps. C'est justement grâce à cette patience qu'il a réussi à découvrir tout ça. Ah, certainement l'œuf est organisé, savamment organisé. Et que de précautions pour que rien ne vienne troubler naturellement l'ordre admirable qui y règne. Les embryologistes ont admirablement décrit toutes ces parties. Mais après avoir noté ces arrangements merveilleux, ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant, ce qui tisse les cellules, les tissus de l'être qui en proviendra? Et s'ils l'ont cherché, l'ont-ils reconnu? En attendant que je réponde à ces questions, demandons-nous ce qui arrive quand on brouille tout dans l'œuf, par de vives secousses. Il arrive que ce qui, dans le plan divin, constituait un arrangement prémédité, quelque chose de structuré, de bâti en vue d'un but déterminé, a été détruit. De façon que les choses qui dans l'édifice étaient destinées à rester séparées ont été confondues. Par la suite, le résultat voulu n'est plus atteint, bien que la matière nécessaire soit encore présente. Qu'y a-t-il donc de changé? Les conditions. Peu de choses en apparence, mais l'indispensable en réalité, ce sans quoi la matière restera stérile. Donc là, il fait vraiment la démonstration que l'organisation est importante. C'est que chaque chose a trouvé sa place et que l'organisation, c'est quelque chose qui se produit, c'est un ensemble, c'est une communauté de microzymas qui agissent ensemble. Et que la matière, elle est inerte et qu'elle est toujours présente, elle n'est plus capable de vivre dans ces conditions-là, ou de faire un organisme vivant. Pourtant, ce qui tout à l'heure était capable de produire un poulet, avec son devenir, est-il absolument détruit par le fait d'avoir secoué l'œuf? Sans doute c'est un cadavre d'œuf, pour parler comme M. Donnet. Mais au sens chimique, est-ce un cadavre? Non, puisqu'une activité se manifeste. Je dis une activité se manifeste par le biais de la putréfaction. C'est à partir du moment où il y a une activité qui se manifeste, c'est qu'il y a vie. Et ça, Béchamp l'avait bien compris. Et si vous dites ça aux scientifiques, non, pour eux, s'il y a des molécules, des transformations chimiques et tout ça. S'il y a transformation, c'est qu'il y a vie. Une autre expérience, il enterre un petit chat nouveau-né dans du carbonate de chaux chimiquement pur, précipité, créosoté. Créosoté, c'est l'acide phénique, c'est pour empêcher que les germes de l'air n'interviennent. Le tout placé dans un bocal de verre à l'abri des poussières et où cependant l'aération pouvait se faire. L'aération est importante parce que l'oxygène a son rôle aussi à un moment donné dans la putréfaction, dans la fermentation en particulier. Au bout de 7 ans, on examine le résultat. Les couches supérieures de carbonate de chaux sont intactes. Mais où se trouvait le cadavre, les choses changent d'aspect. Du petit chat, il ne reste plus que quelques débris de ses os. Tout le reste, même les poils, avaient disparu. Le carbonate de chaux examiné au microscope avait l'apparence de la craie. Ça m'émeut. Sauf les petits cristaux d'aragonie qu'on y voit habituellement. Les microzymas qui s'y reconnaissaient aisément à leur forme, leur aspect brillant. C'est une sorte de craie artificielle. Ainsi, de tout l'organisme, il ne restait comme témoin que la présence des microzymas. De même que les microzymas géologiques des terrains sédimentaires ne sont que les restes des organismes enfouis entre eux, en eux. En eux. Moi, je suis très émue par tout ce travail qui est si peu reconnu parce qu'on a l'essence de la vie, là. On a tout. Et dans la craie, ce qu'il avait compris, avant justement 1863, où il a compris que finalement ça venait sans doute et que ces microzymas, on les retrouvait dans les organismes vivants, il avait découvert les microzymas de la craie. Dans la craie, il y avait des petits microzymas. C'est d'ailleurs la cause, sans doute, de la théorie de Pasteur, c'est qu'à l'abri des germes de l'air,
dans ses expériences à l'abri des germes de l'air, il rajoutait de la craie. Sans imaginer qu'il pouvait y avoir des microzymas dans la craie. Et donc, il avait des réactions systématiques et il disait, ben, finalement, on n'a pas réussi à obtenir un milieu stérile et donc on ne peut pas dire qu'on est... Voilà. Et c'est pas clair. Et donc voilà, ces microzymas de la craie, il les a analysés et vous vous rendez compte, dans la craie, ils sont sans doute complètement préservés. C'est-à-dire que les microzymas qu'on retrouve de la craie, c'est la trace d'organismes vivants qui remontent à très très longtemps sans doute. Parce que les microzymas, eux, et c'est Hector Grasset qui explique ça bien, ils sont le principe de la base de la putréfaction, donc ils ne se putréfient pas. Ils peuvent être tués, ça ne veut pas dire disparaître, mais tués par la température. Au-delà de 100 degrés, longtemps à 100 degrés, ils sont tués. C'est-à-dire qu'ils sont toujours là. On ne peut pas les détruire comme ça. Ils sont toujours là, mais par contre, si on les extrait, ils ne sont plus capables de fermenter, ils ne sont plus capables de produire des enzymes. Non, je devrais dire dans l'ordre inverse, produire des enzymes et fermenter. Ni de se multiplier a fortiori. Et donc, Antoine Béchamp, les microzymas de la craie, il les a extraits, il a réussi à les faire se multiplier. Et on se dit qu'il a réussi à refaire naître des microzymas d'un temps lointain. Voilà. Ils sont par contre, ils ne sont pas protégés par la craie, par le carbonate de chaux. Ils peuvent être quand même détruits par les éléments. Comme Béchamp a réussi à analyser leur composition, c'est qu'il a bien réussi à les détruire, mais par la force des éléments, pas naturellement, pas par putréfaction. Tant qu'on n'intervient pas dessus, il ne bouge pas. Et la matière inerte, si on n'intervient pas dessus, ne bouge pas. Et si une feuille, un fruit, un animal se putréfie, c'est grâce au ferment de vie qui effectue cette putréfaction. C'est énorme, hein, parce que je ne sais pas si vous réalisez comme ça change complètement. C'est pour ça que c'est pas évident. Et c'est pas évident pour moi non plus de répéter tout le temps. Et j'ai peur quand j'ai déjà exprimé tout ça, j'ai peur de parfois décrocher. Mais ouais, je pense que c'est une toute autre vision des choses. Et donc, du point de vue de la viticulture, forcément, vous allez vous poser des questions. Je ne sais pas si vous avez senti l'importance de la limite entre le milieu et le fait que le ferment se nourrisse en permanence. Donc, dans les expériences qu'a fait Béchamp sur la fermentation vineuse, même s'il parlait des ferments comme étant des ferments de l'air, toutes ces expériences sont vraiment très très intéressantes parce qu'elles apportent un certain nombre d'éléments qui peut-être vous échappent parce que je sais pas ce que vous savez vous par rapport à au peu que je sais moi, et s'il y a des choses qui ont été ignorées pour les gens qui ont continué dans la vinification par la suite. Donc il est bien conscient que le soin apporté à la culture est d'importance, le respect de la vigne est très très important. Il en parle, mais il ne s'étend pas sur le sujet, il n'a pas analysé les choses. Il a fait quelques constats, mais il n'a pas analysé les choses. Et sans doute, oui, la biodynamie apporte des éléments. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui devait m'apporter des éléments sur la biodynamie, mais qui est en train d'étudier justement tout ce qui est le 500. C'est le 500, vous appelez ça ? La bouse. Il m'a dit qu'il était en train d'analyser tout ça du point de vue de Béchamp. Et il m'a envoyé un mail ce matin en me disant je t'envoie quelques petites choses, mais je ne suis pas encore arrivée au bout. Donc j'ai fait suivre ça à Frédéric, mais je pense qu'il pourra avoir des choses très intéressantes à dire.
Donc, il constatait, il disait lui-même qu'un terrain sur lequel on a répandu la bouse, donc dynamisée et diluée, disait déjà que la consistance était différente. On avait l'impression de marcher sur de la mousse. Et voilà. Donc, je suppose, et ça, vous verrez avec Frédéric, et je vais voir avec cette personne qui demande qu'à partager tout ça. Et donc, vous apprendrez sans doute des éléments de ce point de vue-là. Donc, ce que j'ai vu, moi, c'est plutôt à partir du raisin, la fabrication du raisin. Donc, la difficulté du viticulteur est d'arriver à faire un vin de qualité, mais plus particulièrement d'empêcher le vin de tourner. Je crois que c'est le point crucial. Un vin s'affine avec le temps jusqu'au moment où la fermentation bascule. Le tout, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre. Je dis, on est sur le fil du rasoir, je pense. D'autant que je vous expliquais, les microzymas s'adaptent. C'est-à-dire que le milieu s'est transformé pendant la vinification. Et à un moment donné, les microzymas, ils vont peut-être mettre du temps à s'adapter. Ça ne va peut-être pas être du jour au lendemain. Donc, on a une phase d'adaptation. Mais à un moment donné, ils pourraient se nourrir carrément d'alcool. Et la transformation, et le vin tourné. Mais la qualité du vin, parce qu'on pourrait se dire, il suffirait de s'en débarrasser des microzymas. Donc la filtration, elle débarrasse des microbes, mais pas des microzymas. Parce que la filtration, elle n'atteint pas des particules de taille nanométrique, plus petit que le micro en tout cas. Et donc, mais est-ce qu'on fait bien de s'en débarrasser ? Parce à quoi tient la qualité d'un vin ? Mais je crois que la qualité du vin, elle tient justement au fait qu'il est vivant. Donc, oui, au niveau du goût, c'est subjectif. L'apport de qualité, il est complètement subjectif. Mais si on analyse autrement, c'est-à-dire théoriquement, un vin de qualité, on devrait pouvoir, du point de vue de la santé, observer que ses propriétés en termes de bioélectronique sont compatibles avec la santé, d'une part, et c'est le cas des bons vins. D'un point de vue microzyma, eh bien, bon, je pense qu'il faudrait à un moment donné, il me semble qu'il y a eu une période où on chauffait le vin, justement pour bloquer la fermentation, pour éviter que le vin tourne. Oui, il faudrait, moi je crois, qu'un bon vin, il faudrait qu'on voit, on arrive à observer ces microzymas, voir s'ils sont toujours vivants, les observer avec un microscope à fond noir, et puis pour aller plus loin dans l'expérience, voir s'ils sont... Mais c'est pas compliqué ça, de récupérer un petit peu de ferment. C'est rien, je crois que c'est... Ah oui, j'étais passée voir des gens qui faisaient des vins bio, de la clairette de Die bio. Et ils expliquaient que ils mettent très vite en bouteille et en fait ils expulsent le ferment en débouchant très vite. C'est un jet et il y a le bouchon qui sort. Et il me disait, mais de toute façon le ferment il est mort là. Et moi je pense pas. Je pense pas que le ferment soit mort. Je pense que le ferment est toujours vivant. Donc voir s'il est toujours vivant. Et je pense que justement, si on veut un bon vin vivant, eh bien, on doit jouer avec sa sensibilité, avec son expérience, et peut-être faire... alors, j'ajoute quelque chose qui me paraît moi, ça c'est ma logique à moi, je suis complètement anticonformiste. Pour moi, quand tout est cadré et quand on voit comment la science a suivi une voie et que tous les scientifiques suivent le même chemin, je suppose que pour le vin, ça doit être la même chose. C'est vous avez tous suivi sans doute des techniques qu'on a apprises et qu'on vous a apprises et que peut-être qu'il y a 1000 autres manières de voir les choses. Et je repensais par exemple, oui, je vous conseille vraiment ce livre de Béchamp sur la fermentation vineuse,
parce que justement, il montre les effets de différentes choses. L'équilibre entre l'eau et le sucre, en particulier dans le mou, l'action de l'oxygène, tout un tas de choses qui seront intéressantes à voir. Et vous avez l'expérience pour analyser ça, pour prendre ce qui peut être intéressant pour vous. Mais je me disais en particulier pour le sucre, la photosynthèse, elle est faite par les parties vertes des plantes. Et je me dis, mais à tailler la vigne comme on le fait, est-ce que c'est forcément une bonne chose? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement? C'est ce qui m'a inspiré ça aussi, c'est que dans certains pays, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, est-ce que c'est en Espagne? Je ne sais plus. Ils font, comme la vigne est une liane, oui, ils font ça oui, ils font grimper la liane, et en fait, ils cultivent différemment. Et je me dis, ces parties vertes, si on les taille beaucoup, ben, on va avoir forcément moins de sucre. Enfin, je pense. Hein. On a peut-être moins de grappes aussi, donc je ne sais pas, peut-être que le sucre est plus concentré. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas d'éléments. Je me dis simplement, peut-être se méfier de tout ce qu'on apprend et des techniques qui sont un peu formatées, et peut-être aller piocher ailleurs et ensuite exercer son art, parce que c'est évident, c'est un art. C'est un art, et donc c'est l'expérience qui va faire son chemin. Voilà, je suis arrivée au bout. Donc les leçons sur la fermentation vineuse, je vous enverrai le lien à ce moment-là sur cette page de mon site. Alors mon site s'appelle bonneshabitudes.fr. La théorie d'Antoine Béchamp, vous retrouvez tout ce qui concerne la théorie d'Antoine Béchamp. Qu'est-ce qui gêne la température? C'est tout? Ouais. De ce qu'a analysé Béchamp, il a réussi à les tuer par la température. Il leur a fait subir des traitements chimiques extrêmes, ils résistent. Ils peuvent être des fois dans des situations où ils ne vont pas pouvoir s'exprimer, donc ils vont être dormants. Ils vont être dormants, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont morts pour autant. Ils sont peut-être dans un milieu où ils n'ont rien à y faire, et donc quand on les conserve dans la craie pendant des siècles, il y a quelque chose. Il les extrait, il les fait se multiplier quand même. C'est quand même incroyable. Et pendant tout ce temps-là, ils sont restés inanimes. Et donc, voilà. Et donc, par contre, oui, ils peuvent être dans un milieu où ils ne vont pas s'exprimer. Mais s'ils ne s'expriment pas, ils n'ont pas d'intérêt non plus dans ces cas-là, non plus. Parce que je pense que c'est quand ils s'expriment. Quoique dans le vin, si vous voulez un juste équilibre, et c'est là justement le juste équilibre du vin, c'est qu'arriver à un stade où il va y avoir un équilibre tel que les microzymas ne vont plus fermenter et ne vont plus, si vous voulez, que le vin reste stable. Mais en fait, vouloir un vin stable, c'est aller contre nature. Parce que la nature, elle se modifie en permanence. Alors, ce qui est formidable, c'est que les microzymas, ils arrivent à maintenir dans les organismes vivants un milieu systématiquement stable, en évacuant et en acceptant ou en évacuant juste ce qu'il faut, de manière à maintenir toujours le milieu stable. Et c'est extraordinaire. C'est-à-dire cette osméostasie qu'ils arrivent à maintenir dans les organismes vivants, c'est presque magique. C'est fabuleux. Et tout émet des vibrations. Ce qui va distinguer justement la matière vivante de la matière inerte, c'est justement les microzymas. Et tu ne peux pas avoir de transformation chimique profonde dans une pierre. Tu ne vas pas avoir de fermentation. C'est ce genre de truc pour les briser, quoi. Donc ça revient, quoi. Il y a quelqu'un qui a eu un prix Nobel en 1907. C'est Edward Buchner. Justement pour les enzymes. Les enzymologistes ne connaissent pas Béchamp, mais ils connaissent Edward Buchner. Et Edward Buchner a eu ce prix Nobel parce qu'il a montré qu'il était possible d'effectuer une fermentation avec l'enzyme seule.
moi, quand j'ai vu ça, parce que j'ai découvert tout ça il n'y a pas très longtemps finalement, je me suis dit, ça cloche, c'est pas possible. Antoine Béchamp, il explique que l'enzyme, il intervient juste dans la première phase. L'enzyme seule, si on enlève le ferment, dans des conditions stériles, d'asepsie, si on n'a que le sucre et l'eau, et l'enzyme, uniquement l'enzyme, donc qui est soluble, et uniquement l'enzyme, jamais on n'arrivera à avoir de fermentation, on n'aura jamais d'alcool. Et ça, Béchamp le montre. Et je me dis comment Edouard Becher a pu avoir un prix Nobel. Et à un moment donné, sur Wikipédia, il parlait d'Edouard Buchner, et puis il disait, voilà, il a eu son prix Nobel grâce au fait qu'il ait montré que l'enzyme pouvait effectuer la fermentation, grâce à l'ajout d'une roche de je ne sais quelle roche. Ah, mais dis, mais attends, il n'y a pas que l'enzyme dans la solution, il n'y a pas que le sucre, l'eau et l'enzyme. Il y a une roche sédimentaire, il ajoute une roche sédimentaire là-dedans. Et qu'est-ce qu'il y a dans les roches sédimentaires, sinon des ferments, sinon des microzymas? Des êtres vivants qui étaient là dans le temps. Et voilà. Et en fait, ce qui fait la fermentation, c'est la roche, c'est le Kieselbourg, ou je ne sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait la fermentation, c'est les ferments qui sont dans la roche. S'il ne met pas cette roche, il n'a pas de fermentation. Il a eu un prix Nobel pour avoir prouvé que les enzymes étaient capables de faire la fermentation. C'est pour juger un petit peu du niveau de la science. Mais c'est énorme. C'est la question qui se pose. On ne sait pas encore. Et surtout, quand on parle de l'ADN, il faut savoir, et ça aussi, ça fait partie des choses en épluchant la science, en faisant le lien avec la science contemporaine, il faut savoir que les microzymas sont à l'origine de l'ADN. Je disais qu'ils étaient à l'origine de tout dans nos organismes, mais en particulier de l'ADN. Quand on prend l'ADN d'un nouvel individu, il est différent de celui de ses parents. Il en hérite, mais il est différent de celui de ses parents. Et il y a une publication, il y a des chercheurs qui, les rares publications qu'on peut trouver de chercheurs qui essaient de continuer sur les travaux de Béchamp, des scientifiques qui ont montré que l'ADN était auto-assemblé par des granulations à l'intérieur du vitellus, donc du jaune d'œuf. Et donc l'ADN lui-même est produit par les microzymas, et sans doute tous les gènes microbiens qu'on a dans nos organismes sont produits par les microzymas aussi.